Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Plus que 2 épisodes avant la 200e, l'île Perrot offre une subvention supplémentaire pour l'achat de bornes de recharge. Une recharge à 680 $ pour 113 minutes au Manitoba. 97% des ventes de voitures sont électriques en avril en Norvège. GM essaye de faire reculer un règlement californien. Retour de la Nissan Micra, mais cette fois-là électrique. Chronique Supercharge, on parle des chimies de batterie. Aux réflexions branchées, Claude parle de l'état de la situation sur les ventes mondiales de véhicules électriques. Et en grande entrevue, on parle d'alimenter des appareils chez soi avec son propre véhicule électrique. Fait que tout est bien branché là, tout est permanent. Fait que là, puis moi, où j'ai ma borne électrique sur le côté de la maison, j'ai mis une de ces prises-là aussi. Bienvenue à la 198e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous, comme moi, tout comme moi, vous êtes fébrile à la venue très prochaine de notre 200e épisode. On est déjà rendu à l'avant-dernier épisode avant la 200e, qui sera enregistré, je vous le rappelle, devant public le 14 juin prochain à 13h30 à la brasserie La Brouchoppe de Sainte-Julie. Si vous voulez avoir vos billets, il n'en reste que quelques-uns. Je suis même plus sûr au moment où j'enregistre s'il en reste encore, mais je pense que oui, quelques-uns. Vous pouvez aller au 200.silenceonroule.com ou encore sur notre site web silenceonroule.com. Il y a un bouton là, pour réserver vos billets. C'est gratuit pour assister à ce moment historique que sera notre 200e épisode. Aujourd'hui, on a un épisode vraiment très bien organisé, très bien chargé. On va avoir une entrevue avec on peut appeler ça un patenteux, je pense, qui s'est installé là, un setup vraiment facile d'accès dans lequel, en dedans d'une minute ou deux, là, il peut connecter hyper rapidement sa voiture électrique sur sa maison avec un connecteur qui est installé, ce qui permet d'alimenter certains appareils dans la maison en cas de panne électrique. Vous allez voir, hyper facile. Il y a également dans les références du podcast là, un lien pour aller voir un article qui donne un peu plus de détails sur les items qu'il utilise pour faire son setup. Mais vous allez voir, c'est très facile d'alimenter certains appareils de la maison avec votre véhicule électrique, même si votre véhicule électrique, et ça c'est ça qui est important, là, même si votre véhicule électrique n'est pas muni d'un port bidirectionnel là, V2L, comme on peut retrouver par exemple sur les Ford F-150, les Ioniq 5, Ioniq 6, les Kia qui ont ce pistolet-là qui permet de brancher le 120, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel véhicule à l'aide là, d'un petit appareil qu'on appelle un inverter. On vous explique tout ça dans l'entrevue dans quelques instants. On a également 2 chroniques. Notre ami Laurent Gigon aujourd'hui qui va nous parler des différentes chimies de batterie. On entend parler là, de NMC, de LFP. C'est quoi la nuance entre les deux, les avantages de l'un par rapport à l'autre? Pourquoi le marché s'en va graduellement ou annonce s'en aller graduellement vers le LFP? Vous allez avoir réponse à toutes ces questions-là. Et finalement, Claude Gauthier, avec ses réflexions branchées, va nous parler des ventes de véhicules électriques dans le monde, la réalité versus ce qu'on entend parfois un peu partout. Donc, évidemment, là, l'économie mondiale est affectée par ce qui se passe, par le climat mondial, bien entendu, mais les ventes de véhicules électriques, toute comparaison faite, ne vont pas si mal que ça. Vous allez avoir un peu plus de détails dans sa chronique. Alors, je vous propose tout de suite d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route.
Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. La ville de l'Île-Perrot a profité des célébrations du Jour de la Terre pour mettre en lumière l'élargissement de son programme de subvention environnementale. Cette initiative, récemment bonifiée, vise à encourager les citoyens à adopter des comportements plus écologiques grâce à un soutien financier accru. Les subventions sont regroupées sous 4 grands axes, la gestion des matières résiduelles, la qualité de l'air, l'eau potable, ainsi que les arbres et végétaux. Mais notons que dans la catégorie qualité de l'air, une subvention allant jusqu'à 150 $ est offerte pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Évidemment, cette subvention s'ajoute à celle de 600 $ déjà offerte par le gouvernement dans le cadre du programme Rouler vert. Un homme du Manitoba est furieux après avoir reçu une facture de 680 $ pour une recharge de seulement 113 minutes. La province du Manitoba se prépare justement à encadrer les services de recharge pour véhicules électriques alors que les tarifs varient considérablement d'un endroit à un autre. John Collinsnick, un résident de Dauphin, a été stupéfait en recevant cette facture après avoir branché son Equinox 2025 pendant 1h53 chez Redline Dodge Chrysler à Swan River. Le concessionnaire refuse d'ajuster la facture et dit qu'il peut facturer le prix qu'il veut, a déclaré jeudi le septuagénaire, visiblement contrarié. Je n'ai trouvé aucune autre borne au Manitoba qui s'approche même de ce tarif. C'est du vol à main armée, a-t-il déclaré. Le président de l'Association des véhicules électriques du Manitoba confirme que l'organisme est au courant des prix largement exagérés pratiqués par la concession de Swan River. C'est vrai qu'ils ont le droit de fixer leurs propres tarifs, reconnaît Hart du Manitoba EV Association, et nous sommes contre ces frais exorbitants. Nous sommes en discussion avec différents intervenants pour inciter les concessionnaires de Swan River et des environs à revoir leur politique de tarification. Selon Hart, une recharge complète dans une borne commerciale coûte en moyenne 20 $ de l'heure. Le Manitoba compte environ 10 000 véhicules électriques, ce qui représente environ 10 % des ventes de véhicules annuelles. Pour l'instant, la meilleure chose à faire est de dire aux gens de ne pas utiliser cette borne et qu'il est plus économique de passer la nuit à l'hôtel et de se recharger sur une borne niveau 2 que d'utiliser une borne de recharge rapide avec un tel prix. Donc, nous pouvons être fiers et heureux d'être dans une province pour laquelle l'organisation des coûts de recharge semble un peu plus cohérent avec le coût réel de l'électricité. En avril, les véhicules électriques ont représenté 97,4 % des ventes de voitures neuves en Norvège contre 91 % à la même période l'année précédente. J'ai bien dit 97,4 %. Les véhicules 100% électriques, à eux seuls, comptent pour 97 %, tandis que les hybrides rechargeables ne font que 0,5 %. Le reste se compose de véhicules hybrides simples. Le diesel représente encore 1,5 % des ventes, soit 3 fois plus que les PHEV. Les modèles les plus vendus en Norvège en mois d'avril dernier, la Tesla Model Y, suivie de la Volkswagen ID Buzz, la Volkswagen ID4, la Volkswagen ID3, ID4 et ID7 et les nouveaux Skoda Elroq qui ont été très populaires, et aussi d'autres nouveautés comme le BYD Sea Lion qui a été capable de s'écouler à 230 unités, ainsi que la Citroën EC3. Alors que les ventes de véhicules électriques sont victimes de la conjoncture économique, GM multiplie ses efforts pour faire reculer une réglementation emblématique de la transition écologique aux États-Unis, car d'après le Wall Street Journal, le constructeur a récemment envoyé un courriel à ses employés les incitant à faire pression sur les sénateurs américains afin de remettre en question une règle californienne interdisant la vente de voitures neuves à essence à compter de 2035.
Adoptée également par 11 autres États, cette norme pourrait être fragilisée si le Congrès décidait de retirer à la Californie la dérogation fédérale lui permettant d'imposer ses propres standards environnementaux. Dans le cadre de ses efforts pour renforcer la résilience du réseau, Hydro-Québec, en partenariat avec le circuit électrique, expérimente une station de recharge rapide mobile pour véhicules électriques. Cette solution vise à soutenir les électromobilistes lors de pannes d'électricité majeures et, au besoin, à répondre à une forte demande ponctuelle. Du 16 au 19 mai dernier, 8 points de recharge ont été ajoutés à Val-d'Or grâce à une station de recharge mobile. Alimentée par un poste de transformation mobile aérien, les bornes ainsi ajoutées ont permis de desservir un plus grand nombre d'électromobilistes qui traversaient la réserve phonique de la Vérandrie pendant cette période de forte demande. La Nissan Micra fait son grand retour en 2026 et elle passe à l'électrique pour bousculer le segment des voitures compactes. Cette 6e génération, attendue dans les concessions nord-américaines en début 2026, est une citadine audacieuse à batterie et développée en collaboration avec Renault. Conçue pour rivaliser directement avec la Fiat 500e, elle combine un style original, des technologies modernes et un prix attractif. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Laurent Gigon, bonjour. Salut Martin. Laurent, ta chronique a toujours une saveur ou une couleur, pas toujours, mais souvent une couleur technologique. Aujourd'hui, on parle d'une technologie qui est en tout cas très importante pour les véhicules électriques, celle des différents types de batteries en termes de chimie. On entend souvent les acronymes NMC, LFP, NCA, sans trop souvent savoir ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Oui. Commençons par le commencement. C'est quoi les principales chimies de batterie qu'on trouve dans les voitures électriques aujourd'hui? Ça, ce qui est important quand même, tu le dis, la batterie, c'est quand même un des éléments cruciaux de la voiture. Ça représente quand même un bon pourcentage du prix du véhicule. Donc, ça serait important quand on achète le véhicule de savoir quel type de chimie. D'ailleurs, il faut déjà savoir qu'il y a différents types de chimie donc avant de se poser la question. Et quand on s'est posé la question, là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de chimie. Donc, tu les as énumérés, NMC, LFP et NCA essentiellement. On va se concentrer aujourd'hui sur les NMC et LFP. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement les composants. En fait, LFP, c'est lithium, fer, phosphate. NMC, c'est nickel, manganèse et cobalt. OK? Alors, une fois qu'on a dit ça, on va garder les acronymes. Ça va être plus simple. Donc, ça, ce sont les deux. Et pour dire la troisième, c'est NCA, mais on n'en parlera pas vraiment parce que c'est vraiment des batteries qui sont gardées pour les véhicules de performance. Il y en a très peu qui sont sur le marché actuellement. Et en même temps, Laurent, quand on parle de LFP et NMC en disant que c'est les deux grandes familles populaires, oui, mais à cause de l'histoire, de l'historique et qu'on est un peu dans un tournant, sur le marché, la très vaste majorité des véhicules actuellement utilisent des batteries NMC et il y a très peu de véhicules qui utilisent le LFP encore, même si ça s'en vient. Là. Alors, au Québec, oui. BYD a essentiellement maintenant des LFP sur leurs véhicules, ce qui fait qu'ils ont des véhicules moins chers. On va expliquer pourquoi aussi. OK, d'accord. Mais au Québec, quels sont les véhicules qui utilisent des technologies autres que NMC? Alors, au Québec, c'est très simple. Les LFP sont montés uniquement sur les modèles Tesla de Standard Range, donc la courte autonomie. Enfin, comment on appelle ça? J'ai perdu le terme français. Standard. Autonomie standard. Voilà, donc, parce que toutes les autres véhicules longue autonomie, en fait, utilisent essentiellement des NMC, même chez Tesla. Donc, si actuellement, vous n'avez pas de véhicule Tesla, la question, pour l'instant, ne se pose pas. D'accord. Mais il faut savoir
que plusieurs manufacturiers ont annoncé que leur nouveau modèle de véhicule pourrait s'en aller vers des batteries de type LFP. Donc, même si vous avez, je ne sais pas moi, un Kona ou une Chevrolet Bolt ou un Equinox ou... le Ford F-150 Lightning aussi s'en vient avec ce type de batterie. Vous êtes avec du NMC, mais déjà les manufacturiers disent nos prochaines versions pourraient, dans un avenir court ou moyen, arriver avec le LFP. Pourquoi on s'en va vers le LFP? Qu'est-ce qui nous pousse à migrer du NMC vers la technologie lithium, fer, phosphate? Oui, parce qu'au fond, on était bien avec les autres. Mais alors, il y a plusieurs éléments qui amènent ce type de chimie-là. Le premier élément, c'est le coût. Ce sont des batteries qui coûtent moins cher à fabriquer. Ça, c'est un point très important, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le coût, la batterie coûte très cher dans un véhicule électrique. Donc, si on est capable de réduire le coût, on gagne quelque chose. Donc, ça, c'est le premier critère. Il y a un autre critère aussi, c'est que ce sont des batteries qui ont plus de cycles de recharge, et ça, on pourra revenir plus tard là-dessus. Donc, des batteries qui ont de moins forte dégradation. Donc, c'est essentiellement ça qui amène des LFP. Alors, et puis, il y a d'autres... je pense qu'on ne peut pas garder sous silence le fait d'avoir une batterie qui ne contient pas de cobalt. Exact. Quand on sait que souvent, on attaque la voiture électrique en disant « empreinte écologique, il y a du cobalt dans les batteries ». Une batterie LFP, il n'y a pas de cobalt dedans. Donc, on s'affranchit un peu de ce matériel-là. C'est un bon point. Puis, ce sont des batteries qui sont extrêmement sécuritaires, donc qui connaissent moins d'emballement thermique. Donc, même si les autres batteries sont très sécuritaires, comme vous le savez, il n'y a pas énormément d'enjeux là-dessus. Il y en a eu, mais avec des batteries LFP, il y en aura encore moins. Parce que ce sont des batteries qui sont vraiment hyper stables, là, qui ne vont pas s'emballer et qui ne vont pas prendre feu à cause d'un emballement thermique. C'est une nouvelle technologie qui est prometteuse. Là, qui est prometteuse. Elle existe déjà, c'est nouveau, mais je veux dire, ça existe, il y en a beaucoup sur le marché. Elle a une caractéristique, par contre, parce qu'elle n'a pas que des qualités. Les nouvelles technologies arrivent avec leurs qualités, mais ont aussi parfois des défauts. On parle de densité énergétique. Peux-tu nous décrire, c'est quoi la densité énergétique? C'est très simple. La densité énergétique, c'est le poids, c'est la quantité d'énergie par valeur de poids. Donc, on va calculer ça en wattheures par kilogramme. Donc, la quantité d'énergie qu'on est capable d'emmagasiner dans une unité de poids, qui est le kilo. Et effectivement, c'est moins performant pour ça. Donc, ce sont des batteries qui, pour le même poids, vont avoir moins de quantité d'énergie à l'intérieur. Donc, elle a des belles qualités, elle coûte moins cher, elle n'a pas de cobalt, mais pour avoir la même autonomie, par exemple, qu'on avait avec une batterie précédente, on doit avoir une batterie qui est physiquement plus lourde, plus grande. Elle est plus lourde et plus grande, donc il y a vraiment la densité énergétique qui est plus faible et la densité volumétrique aussi. Et c'est pour ça qu'on les retrouve, par exemple, chez Tesla uniquement sur les modèles d'autonomie standard, parce qu'elles occupent le même volume qu'une batterie un peu plus performante qui serait capable d'avoir plus de... Voilà, exactement. Mais Laurent, et là, on prend la balle au bon, on parle des caractéristiques des batteries LFP. Dis-moi si je me trompe, effectivement, ces batteries-là ont une densité énergétique plus faible, donc ça prend une batterie qui est physiquement plus grande, donc souvent on va avoir une autonomie un peu plus petite, parce qu'on va mettre la batterie, on ne veut pas qu'elle soit trop grosse, donc on va avoir une autonomie plus petite, mais elle a une caractéristique fort importante qui vient un peu annuler celle-là. Exactement. Qui est celle de... On entend souvent que votre batterie lithium-ion NMC dans votre véhicule, là, essayez d'éviter de charger trop à 100% ou de la descendre à 0%. On recommande, tout dépendant des manufacturiers, de limiter à 80%, 85%, 90%. Dans le cas des LFP, la recommandation, c'est 100%. C'est 100%. Et ça qui est formidable, c'est qu'il n'y a plus cette limitation finalement, parce que souvent, dans le cas des véhicules Tesla, si vous mettez à 100% que vous n'avez pas une batterie LFP, jusqu'à maintenant, vous disiez, est-ce que vous voulez vraiment rester à 100% parce que la batterie va se dégrader plus? Alors, les batteries LFP, elles sont capables d'endurer le 100%. Non seulement elles sont capables d'endurer, mais c'est même recommandé de laisser à 100%. Ce qui permet aux gestionnaires de recharge en fait, de bien se calibrer. Et puis, ce que ça amène, tu l'as dit, c'est qu'on a des batteries qui sont peut-être moins performantes, en fait, qui ont moins de quantité d'énergie pour le même volume ou le même poids, mais finalement, on utilise 100%. Donc, ça vaut vraiment la peine. Juste pour ça, c'est vraiment bien. Et ce sont des batteries aussi qui se dégradent moins vite que les batteries, les NMC. Donc, elles ont plus de cycles en fait, de recharge que les batteries. Donc, oui. Ça, je veux qu'on en parle, Laurent, du cycle. Tu me parles que les nouvelles LFP ont plus de cycles de charge et de décharge. Quand on regarde la littérature puis qu'on compare un peu là, ce que
les sites technologiques nous disent sur les batteries. On nous dit qu'une batterie de voiture électrique NMC, bon, elle va avoir quoi? Entre 1000 et 2000 cycles, là, mettons 1500 cycles en moyenne. 1500 cycles, ça ne veut pas dire qu'on peut juste charger 1500 fois notre véhicule. Un cycle de charge, c'est pas une fois où je la branche. Non, c'est la totalité en fait disponible en fait de 0 à 100. Donc c'est sûr que si mais donc ce qu'on calcule en fait pour la dégradation de la voiture actuellement, l'unité c'est le nombre de cycles parce que c'est plus facile à comparer, c'est le nombre de cycles et le pourcentage de dégradation. Donc sur une NMC, comme tu le disais, on est à peu près à 1500 cycles grosso modo, ce qui correspond à la durée de vie du véhicule et on s'attend à avoir une dégradation entre 10 et 20% sur 8 années. Donc mais c'est très variable évidemment en fonction du manufacturier, de l'usage qu'on en fait, de la température, etc. Il y a plein de variables. Mais c'est une unité à peu près, on va parler de 1500 cycles. En LFP, on parle de 3000 cycles. Donc le double. De double, avec une dégradation qui serait comme à peu près de 10% sur 8 ans. Donc on a quand même sur la durée de vie du véhicule une batterie qui permet non seulement d'utiliser 100% de sa capacité, mais en plus qui va moins se dégrader. Donc au bout de quelques années, on va être en parité probablement avec une NMC qui elle, est supposée être plus performante en étant neuve, mais à l'usage, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Effectivement, donc il ne faut pas juste regarder les éléments là, de façon séparée, il faut regarder l'ensemble des critères ensemble puis de voir comment ça interagit. Puis je conclus sur cet aspect-là de cycle de recharge en disant que si vous utilisez le quart de votre ou 20% de votre batterie chaque jour, c'est en la chargeant de 20%, 5 fois que vous allez arriver à l'équivalent d'une recharge et décharge complète de votre batterie. Donc, c'est pas chaque fois que vous branchez votre batterie, vous venez d'utiliser un cycle de recharge. Généralement, les gens vont utiliser peut-être 1-2 cycles par semaine, vous comprenez? Donc, vous êtes bon pour des années avec votre véhicule. Là, les gens ont parfois peur que ça veut dire, ils disent 1500 cycles. S'il y a 300 jours par année, au bout de 5 ans, ma batterie va être finie. C'est pas tout à fait comme ça que ça se... C'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y avait quand même un aspect négatif à la LFP, et c'est pour ça qu'au Québec, on s'est posé la question et que Tesla a dû se poser la question avant de les mettre en marché, c'est le fonctionnement au niveau du froid, et les batteries LFP ont besoin d'être beaucoup plus préchauffées à température que les autres batteries. Donc, le logiciel de la voiture va gérer ça, et quand vous rechargez la voiture ou quand vous vous préparez pour partir, le préconditionnement de la batterie va tenir compte de ce paramètre. Il est plus agressif. Mais au final, on s'aperçoit qu'à l'usage, ça ne fait pas une énorme différence. La plupart des gens ne s'en rendront pas compte. Et puis, après ça, il faut comparer avec d'autres types de véhicules, et c'est très difficile de comparer parce que chez Tesla, les voitures équipées de LFP et les autres ne sont pas les mêmes types de voitures. Il y en a une qui est longue autonomie, l'autre qui est standard. Donc, au niveau de la puissance de recharge, il y en a une qui a une batterie un petit peu plus faible, qui est la LFP. Et donc, la puissance de recharge est un petit peu plus basse. On parle de 175 kW pour 250 pour la batterie de haute capacité. Mais ce sont deux batteries qui n'ont pas les mêmes capacités, donc c'est un peu difficile de comparer. Donc, si on conclut, Laurent, en faisant une petite synthèse, la majorité des véhicules électriques sur le marché actuellement ont la technologie NMC, qui a une densité énergétique plus élevée, qui a une durée de vie moyenne à bonne, on parle à peu près 1500 cycles. Elle est moins stable, elle peut chauffer plus facilement. Elle a une meilleure performance par temps froid et son coût, par contre, un peu plus élevé. Son impact environnemental, on en a parlé, il y a du cobalt dedans, ce qu'on n'aime pas tellement. Puis c'est vraiment la batterie passe-partout qu'on voit le plus souvent. Le LFP, qu'on voit chez Tesla Standard Range et que plusieurs manufacturiers ont annoncé comme étant le standard de batterie qu'ils auront à plus ou moins court ou moyen terme, a une densité énergétique qui est un peu moins bonne que le NMC. Par contre, elle a une excellente durée de vie, donc on parle de plus de 3000 cycles comparativement à 1500. Elle est plus stable en température. Elle est moins efficace, par contre, par temps froid. Il faut la réchauffer un peu plus pour obtenir des performances semblables. Elle coûte moins cher à produire. Elle est très sécuritaire et son impact environnemental, moins grand, moins polluante parce que les matériaux qu'elle utilise sont mieux. C'est la tendance, en tout le moins, là, les gens attendent la batterie est solide là, pour arriver bientôt, mais il va y avoir le LFP qui va arriver bien c'est très avant. concret, c'est prêt, les usines sont en place en Amérique du Nord pour produire ça, puis c'est extrêmement pragmatique parce qu'on veut beaucoup de véhicules électriques sur le marché et les minéraux comme le cobalt, etc., ça représente un enjeu d'approvisionnement. Donc la batterie LFP est très simple, elle utilise des minéraux qui sont extrêmement faciles à trouver et donc elle est hyper pratique.
Laurent Gigon, c'est un super bon résumé. Ça, si les gens ont des questions, on vous invite à faire un petit tour sur notre site web silenceonroule.com. Vous avez une section pour nos chroniqueurs. Vous pourrez écrire directement à Laurent. Bonne semaine. Merci Martin, à bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. À toutes les fois qu'au Québec, on a soit une panne d'électricité ou quelque chose du genre, là, on a toujours 2, 3, 4 posts sur Facebook de gens qui ont alimenté certains accessoires ou appareils dans leur maison grâce à leur véhicule électrique. Évidemment, on sait qu'il y a certains véhicules qui ont le connecteur, le Vehicle to Load. On va vous en parler dans quelques instants, mais il y en a d'autres plus astucieux qui installent un petit bidule sur leur véhicule électrique, sur la batterie 12 volts de leur véhicule électrique et réussissent à alimenter quelques appareils importants de la maison, puis passer au travers de la panne sans trop de problèmes. Souvent, les gens posent des questions. Comment tu as fait? C'est quoi l'appareil que tu as acheté? Comment tu l'as connecté? Et puis, on en a trouvé un bon. J'ai avec moi Stéphane Vallière. Bonjour, Stéphane. Salut, Martin. Stéphane, écoute, on t'a contacté parce que toi, tu as fait un setup vraiment, vraiment clean. C'est-à-dire que tu t'es dit, on fait quelque chose pour s'alimenter dans les quelques fois où on peut avoir une panne pour notre besoin, mais quitte à le faire, on va le faire comme il faut. Tu as fait un très, très beau setup, puis on va parler de ça en détail dans quelques instants. Je fais tout de suite une mise en garde très importante. Ni moi, ni Stéphane sommes des électriciens. Ni moi, ni Stéphane ne vous disons en aucun temps, voici ce que vous devez faire, voici comment vous devez le faire, puis faites ça, puis vous n'aurez pas de trouble. Stéphane est un patenteux comme il y en a plein au Québec, qui connaît un peu son affaire, puis qui s'est fait quelque chose qui tient la route, qui est bien fait. Je trouve intéressant de vous en parler, mais il en demeure de votre responsabilité de vous renseigner, d'acheter les bons appareils, de faire les choses en suivant la réglementation en vigueur. Là. Nulle intention de notre part de vous faire contourner des règles ou de tourner les coins ronds, d'autant plus qu'on parle d'électricité, d'alimentation. On ne voudrait pas que ça vous cause de problème. Ceci étant dit, Stéphane, premièrement, juste pour qu'on sache à qui on a affaire, tu conduis un véhicule électrique, évidemment. Quelle sorte? C'est-tu ton premier? Ça fait combien de temps, etc.? Ben, j'ai commencé il y a 3 ans environ. Je faisais partie de ceux qui se disaient, je sais pas si je suis prêt pour l'électrique tout de suite à 100%. Fait que je fais partie de ceux qui ont commencé avec des PHEV. Fait que j'avais acheté le Outlander PHEV. Puis le Outlander venait avec justement son inverseur incorporé. Fait que dans la valise, il y avait une prise 110 volts, 1500 watts maximum. Ce qui est très... Tu sais, moi, je fais pas de camping ou des affaires comme ça, fait que ça me servait pas. Mais quand il est arrivé une panne de courant à un moment donné, ben là, j'ai fait comme, hey, l'auto, tu sais, puis on travaille de la maison, moi puis ma conjointe. Fait que j'ai fait comme tout le monde. Là, j'étais allé chercher une rallonge électrique, j'ai branché ça en arrière, bon, là, il mouillait à Sio. Là, j'avais pas de place pour passer le fil. Tu sais, soit que je le passais par la valise puis que je fermais la valise dessus, soit que je le passais par une fenêtre, mais là, il pleut, fait que là, il mouille dans l'auto. Là, après ça, ben, le fil, tu le rentres dans la maison et la porte ferme pas. Fait que, ben, bref, on a réussi à alimenter nos ordinateurs, notre Internet, et tout fonctionnait. On a passé la journée, ça a très bien été. Mais là, je me suis dit, peut-être que plus tard, je veux évoluer. Quand je suis tombé dans le 100% électrique, là, j'ai acheté la Bolt, la Bolt UV 2023. Qui n'a pas de sortie d'alimentation 120 volts, il faut le dire. Là. Donc, comme la majorité des véhicules sur le marché, il n'y a pas de sortie électrique. Là. On sait qu'il y a certains véhicules qui en ont une directement 120 volts, mais la majorité, pour le moment, n'en ont pas. Donc, pour que ça fonctionne à ce moment-là, il faut ajouter
un appareil, il fallait acheter un appareil dont le principal travail est de prendre l'alimentation 12 volts de votre véhicule, donc de la batterie 12 volts en courant continu, et de le transformer en 120 volts en courant alternatif. Cet appareil-là, ça s'appelle un onduleur ou un inverter en anglais. Donc, c'est ça que tu as fait, toi, pour ta boat, tu es allé acheter un onduleur? Exact, c'est ça. J'ai acheté un onduleur, puis là, je l'ai pris. C'est important de le prendre, ce qu'on appelle Pure Sine Wave, tu sais, à courbe pure. Oui. Pour les appareils électriques, c'est sûr que pour un frigo, ça ne dérange pas grand-chose, pour un compresseur. Mais pour les appareils électroniques, moi, évidemment, c'est des ordinateurs, des affaires comme ça. Pour l'électronique, c'est mieux d'avoir une Pure Sine Wave parce que justement, tout est clean, le courant est clean. Oui. Fait que, on a de danger de faire sauter ces affaires. Fait que c'est ça. Fait que l'autre panne de courant qu'il y a eu avec la boat par la suite, ben là, j'ai fait comme tout le monde fait. J'ai ouvert le hood, j'ai pris l'inverseur, j'étais allé en dessous du hood, encore là, Imoyasio. Branche ça après la pile avec les pinces alligators, passe les fils, rentre ça dans la maison. Puis là, rendu dans la maison, on n'est pas préparé à ça non plus. Fait que d'autres extensions, il fait noir, on voit rien. Fait que je me suis dit, il faut que je pense à un autre système. Puis l'année passée, ben là, j'ai acheté, en plus de la boîte, là, j'ai acheté l'Equinox. L'Equinox qui était annoncé, si on veut, qui pouvait venir avec du V2H même, tu sais, le véhicule to home, mais c'est pas dans mes moyens, on peut dire, parce qu'on parle de quasiment 10 000 $ canadiens. Et encore là, il faut acheter l'Equinox le plus équipé avec le Super Cruise puis tout, sinon ça ne fonctionne pas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai pris mon inverseur de courant, puis là, je me suis dit, là, moi, mon but, c'est qu'il faut que je sois fonctionnel en dedans d'1 minute. Moi, parce que c'est ça. Hey, je t'arrête. Parce que c'est ça le point. Le point, c'est que n'importe qui peut aller chez Canadian Tire ou je sais pas trop où, s'acheter un onduleur ou un inverter, pure sine, onde sinusoïdale pure, puis se dire, quand il y aura une panne, ben j'ouvre le capot de ma voiture, je me branche. Mais là, rappelons-nous, là, si vous avez besoin de faire ça, ça veut dire qu'il y a une tempête dehors, il pleut, vous perdez l'électricité, il fait noir. Et là, vous devez ouvrir le capot, trouver où vous branchez, passer des fils, ouvrir des fenêtres, rentrer en dedans, sortir une extension, dépluguer des appareils, aller les plugger dans l'extension en question. Bref, ça prend du temps de faire ça. Et là, un des objectifs de ton travail, Stéphane, quand tu as eu l'idée de ce projet-là, c'était que ça soit opérationnel hyper rapidement. Tu as dit en bas d'1 minute. C'est-à-dire que, tu perds le courant, c'était pas prévu. 1 minute après, tes affaires sont reparties puis branchées. C'est quand même impressionnant. Exactement. Ben, faut dire que je travaille dans le domaine de la télé. Fait que, s'il arrive quelque chose, il faut que je sois de retour rapidement. T'sais. Fait que, là, je commence à penser au concept puis tout. Fait que là, je me dis, bon, l'inverseur de courant, si je le mets déjà dans la maison, branché, il est vissé dans le plafond, dans le sous-sol, tout est branché. J'ai acheté plein d'extensions. Fait que les extensions sont toutes passées dans le plafond déjà, jusqu'à chaque pièce, jusqu'à dans chaque, où il y a des ordinateurs. J'ai une extension qui monte jusqu'en haut dans le salon. S'il y a de quoi, j'en ai une qui va jusqu'à ma sonde pompe, congélateur, etc., etc. Tout est déjà passé. Fait que je vais pas me casser la tête. OK, donc t'as des fils. Donc, si jamais il se passe de quoi, tu dois quand même, j'imagine, prenons le cas de ton frigidaire ou ton congélateur, il y a une panne électrique. Faut que tu débranches le congélateur du mur puis tu le branches dans l'extension en place, c'est ça? Exact, mais l'extension est déjà rendue à côté. Fait que je fais juste faire clic, clic, c'est fini, tout est fonctionnel. Puis l'autre bout de l'extension est branché dans ton inverter, là, ton onduleur qui, lui, est fixe au sous-sol. Et donc, parce que normalement, et puis je me permets de le dire, l'inverter, les gens l'installent dans l'auto, le capot, ou en tout cas à l'intérieur du capot de l'auto. Toi, tu es allé avec une approche différente. L'inverter est dans la maison, donc tu as donc une ligne de 12 volts entre ton véhicule puis l'inverter. Donc, tu pars de ta batterie puis tu te rends jusque dans la maison avec ça? En 12 Exactement. Fait que c'est ça. Ça, c'était le principe 1 minute pour que ça se connecte. Là. Fait que là, je me suis fait un fil. On le verra là, dans le petit post là, s'il y a des photos. Mais c'est que j'ai acheté des plugs, ce qu'ils appellent des plugs Anderson. Fait que c'est des prises qui se branchent, là, vraiment le quick connect, si on veut. Puis je me suis fait, j'ai la sortie qui est dans les 2 autos, en dessous du hood, bien sécurisée là, avec un breaker, là, avec, j'oublie le nom en français.
Mais, un disjoncteur, hein? Un disjoncteur, c'est ça. Fait que tout est bien branché là, tout est permanent. Fait que là, puis moi, où j'ai ma borne électrique sur le côté de la maison, j'ai mis une de ces prises-là aussi. Et le fil passe par le même trou que ma borne de recharge, puis elle s'en va dans le sous-sol à l'inverseur de courant. OK. Donc, si je comprends bien, quand il y a une panne qui arrive, toi, tu as un fil que tu sors dehors, il se connecte rapidement sur une prise que tu as mise sur le côté de la maison. L'autre bout du fil se connecte directement dans le véhicule parce que tu as installé de façon permanente un connecteur à l'intérieur du véhicule qui vient se brancher sur ta 12 volts, c'est ça? Exact. Fait que c'est ça. Fait que les deux fils, brancher ça, c'est environ 30 secondes au maximum. J'embarque dans l'auto, j'allume l'auto, tout part. C'est facile comme ça. Puis les autos ont souvent des modes camping qu'on appelle. Fait que là, on allume le mode camping. Fait que l'auto, après 1 heure, elle n'éteint pas tout seul. Fait que là, tu rentres dans la maison, tout est fait. Puis moi, j'ai acheté aussi des lumières de comptoir, tu sais, des lumières OLED qu'on met souvent en dessous du comptoir. Puis j'en ai mis au plafond de toutes les pièces aussi dans le sous-sol. Parce que dans le sous-sol, évidemment, quand il manque de courant, on ne voit plus rien. Puis tout le monde a des lampes de poche, mais il n'y a personne qui a mis des batteries dedans qui sont viables. Évidemment. Évidemment. Fait que là, à ce moment-là, aussitôt que l'auto allume et que le fil est branché, les lumières allument partout aussi. Fait que j'ai des lumières partout. Dans le salon en haut, toutes les lampes puis tout ça, c'est toutes des ampoules au LED maintenant aussi. Fait que, tu sais, on est capable, là, parce qu'on l'a fait une fois à date, j'avais en plus la sonde pompe qui marchait parce que mon puits se remplissait aux 30 secondes. Là, fait que, il fallait que la sonde pompe fonctionne. Évidemment, si la sonde pompe est impliquée, ça donne beaucoup moins de wattage disponible pour le reste. Parce qu'elle consomme beaucoup, elle. C'est ça. Mais tu sais, sinon, dans un contexte où la sonde pompe, elle serait pas en demande, mais je veux dire, moi, de rouler un frigo, un congélateur, de rouler toutes les lumières OLED dans la maison, l'Internet, un ordinateur ou deux, tout, mais tu sais, j'ai compté que je pouvais facilement faire plus qu'une semaine avec les deux voitures. Wow! Ça fait partie des questions. Je vais te demander combien de temps tu pourras faire. C'est quand même impressionnant. Dis-moi, j'ai des questions précises pour toi, là. Donc, première question, le fil qui relie le véhicule à la maison, donc en 12 volts, parce qu'on rappelle que tu entres dans la maison en 12 volts parce que ton ondulateur est dans la maison, toi. Ce fil-là, est-ce qu'il faut qu'il soit bien gros? C'est quel calibre de fil que tu dois utiliser? Quelle longueur tu utilises? C'est ça. Au début, parce que la communauté sur Internet est incroyable aussi, là, fait que ma première version, je m'étais fait 15 pieds de fil avec un fil qu'on appelle les 4 gauge, là, de niveau 4 si on veut. C'était quand même gros comme un petit doigt. Fait que c'était quand même bien. Il y a des gens qui sont plus électriciens qui m'ont dit, là, tu as de la perte. C'est pas que c'est tant dangereux, mais ça te crée de la perte de courant dans ce fil-là parce qu'il est long, puis ça peut se transformer en chaleur, etc. Fait qu'ils disent, moi, je rapetisserais ton fil ou j'agrandirais le gauge, à soit un gauge 2 ou un gauge 0. Moi, la prise est sur le côté de la maison, fait que c'est pas difficile pour moi de mettre l'auto très proche. Fait que j'ai réduit mon fil à 6 pieds. Je suis resté en 4 gauge parce que le fil, ça coûte cher puis il était déjà acheté. Puis ça fonctionne très bien. Là. Quand je l'ai fait l'année passée, la soirée complète de pas de courant, le fil était même pas tiède. Là. Puis ça, c'est incluant la sonde pompe qui marchait aux 30 secondes. Là. Okay. Fait que, mais tu sais, quelqu'un qui part de zéro, d'aller chercher un 2 gauge, ça serait peut-être encore un petit peu mieux. T'sais, tant qu'à le faire, on est dans les temps qu'à y être des fois. Fait que c'est quand même bien. La seule chose, c'est que rendu dans des gauges comme ça, pensez pas de crimper, quand on écrase le fil. Pensez pas faire ça avec des vice grips, là, ça se fait pas. Là. Ça prend des outils spécialisés pour faire ça. Moi, il a fallu que j'achète un crimp tool qu'il appelle hydraulique, parce que sinon, c'était impossible de crimper ça pour que ça marche. Mais je l'ai maintenant. Si ça arrive ça, je vous le prêterai. Excellent. Écoute, une autre question qui me vient en tête, étant donné que, à l'intérieur, tu branches plusieurs appareils, là, tu dois avoir, j'imagine, c'est quoi? C'est-tu une barre là, multiprise que tu as branchée là-dedans pour être capable de brancher plusieurs affaires, j'imagine? Mais mettons que, je sais pas, là, toi, tu as l'air à connaître ça puis à être assez conscient des limites que ça a quand même, mais des fois, la conjointe, les enfants sont un peu moins... Est-ce que tu as quelque chose pour protéger, advenant le cas qu'il y en a qui sont un peu trop ambitieux sur le nombre d'appareils qui branchent pour éviter de briser quelque chose? Est-ce que tu mets un disjoncteur dans l'auto? Comment tu gères ça? Oui, en fait, c'est ça. J'ai été avec des calculs. En fait, la raison pour moi, j'ai pris un inverseur de courant de 2500 watts parce que
un inverseur de courant n'est jamais vraiment, il ne fournit jamais ben plus que 80% de ce qui est annoncé. Là. Fait que, tu sais, 2500 watts, il va sortir 2000 watts à peu près. Mais moi, j'avais lu, je suis encore là, je n'ai pas les papiers officiels, mais j'avais lu dans le temps de ma Bolt que la grosse batterie rechargeait la petite batterie avec un module de 1600 watts. Je ne l'ai pas pour l'Equinox, mais je suis parti de ces chiffres-là. Je me suis dit, parce que si on prend plus de courant que ça, ben là, c'est que la petite batterie 12 volts va décharger, puis là, on pourra plus partir de l'auto si on a besoin. Fait que mon but, c'était de rester en bas du chiffre magique de 1600. Fait que j'ai mis un disjoncteur de 125 ampères sur la batterie, ce qui donne en théorie 1250 watts avant qu'il déclenche. Fait que ça me donne 1250 watts que je peux utiliser à 100% sans jamais penser que je vais briser ma batterie 12 volts dans l'auto. OK, intéressant quand même. Et là, tu nous as tracé aussi un portrait, là, donc c'est ça, c'est vraiment une barre multiprise, puis toutes tes extensions se branchent dedans. Ça, c'est branché dans ton ondulateur, c'est comme ça que tu as fait ça? Oui, c'est ça. Ben, l'ondulateur vient déjà avec comme 4 prises de courant dessus direct. Fait que j'ai parti 4 extensions, puis là, un petit peu partout dans la maison, j'en ai une qui s'en va direct à la sonde pompe avec aucun autre splitter parce que je veux pas l'overloader, si on veut. Là. J'en ai une après ça qui va faire un multiprise pour les pièces au bureau. J'en ai une qui va monter en haut pour l'exemple, les pièces dans le salon, etc. Fait que tout est déjà passé, puis tout est déjà enroulé d'un plafond. Fait que s'il y a de quoi, moi, tout est là, tout est... Puis j'en ai profité pour mettre des lampes de poche aussi dans le plafond à côté de tout ça. Fait que... T'es presque un survivaliste, là, je t'écoute. Là. Ouais. Puis là, ce qui est drôle, c'est que depuis que j'ai fait ça, puis depuis que tout est fait, j'ai jamais remarqué de courant. Ouais, mais si tu l'avais pas fait, t'aurais eu des pannes probablement. Ben écoute, quand ça va arriver, tu vas être bien content que ça soit fait. Exact. Une autre question qui me vient en tête, tu dis que le fil est quand même assez gros, là, tu nous as parlé de ça, ça prend des outils spéciaux pour mettre les connecteurs au bout, puis tout ça. Où tu as trouvé tous ces connecteurs-là, les Quick Connect, puis tout ça, ça se trouve chez le marchand de pièces électriques du coin ou c'est des pièces spécialisées qu'il faut commander? Tu as trouvé ça où, toi? Moi, quand je parle d'électricité, là, justement, pour des affaires bizarres, comme exemple, justement, des breakers pour auto, là, c'est pas des choses qui se vendent chez Walmart. Là. Fait que, moi, je vais dans un magasin de système de son d'auto. Tu pourrais aller aussi chez Amazon. Amazon en a aussi, mais j'essaie d'encourager local quand je peux. Ouais. fait que chaque ville a tout le temps souvent un magasin qui est spécialisé dans les réseaux d'auto haut de gamme. Ils ont souvent ça, des breakers, parce que pour avoir fait de la compétition de système de son dans ma jeunesse, des fuses de 100 ampères, ça coûte cher, puis tu veux pas commencer à en brûler tout le temps. Non, exact. Fait que ça, pour le filage puis tout, évidemment, quand j'ai acheté ça, il n'y avait pas encore... ce qui se passe aux États-Unis. Là, fait que j'achetais tout sur Amazon. Aujourd'hui, on essaye d'éviter Amazon quand on est capable, là, mais bon. Là, une autre question pour toi. Tu nous as parlé un peu tantôt, mais tu évalues que le setup actuel que tu t'es installé, donc on se rappelle que tu t'es mis un disjoncteur là, qui fait en sorte que c'est un 125 ampères. Tu donne une marge de manœuvre, là, donc tu es légèrement en haut d'1 kilowatt. Là, tu disais, ça veut dire pas loin de 2 kilowatts tu penses pouvoir tirer de ton appareil. Basé sur la taille de la voiture, tu as dit que tu avais un Equinox tout à l'heure, donc tu as une batterie de 80 quelques kilowattheures. 85, ouais. 85 kilowattheures. Tu évalues que tu pourrais survivre combien de temps? Parce que là, si ta batterie 12 volts est alimentée à partir de la batterie de traction 400 volts, donc au fur et à mesure que ta batterie se décharge, la grosse batterie recharge la petite batterie. T'es bon pour combien de temps là, avant d'être obligé de dépluguer ça puis d'aller rouler jusqu'à une borne rapide qui elle, a de l'électricité, recharger ton auto puis revenir? Là? T'es bon pour combien de temps? Mais dans mon cas, je suis chanceux, étant donné que j'ai 2 véhicules électriques, je peux en charger un pendant que l'autre fonctionne. Ah, puis les deux sont installés avec le même setup? Oui. Ah, oui. OK. Puis, en fait, le même setup pourrait marcher sur un véhicule à essence aussi, parce qu'une batterie 12 volts, c'est une batterie 12 volts. Oui, tout à fait. N'importe quelle voiture. Là. Fait que, c'est bon pour tout. Mais, j'ai fait un petit calcul. Moi, mon petit calcul avec mes appareils ici, c'est que si je comptais, exemple, un frigo, un congélateur, une télévision, un ordinateur, etc., en bout de ligne, j'arrivais à peu près à 700 watts d'utilisation constante. Là, parce qu'on s'entend qu'un frigo, ça consomme 300-400, mais ça fonctionne peut-être juste 5 minutes,
10 minutes à l'heure ou à la demi-heure. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Congélateur, le gros congélateur, évidemment, tu peux passer plusieurs heures avant de le connecter. Je veux dire, le congélateur, il n'y a pas besoin d'être branché tout de suite quand Non, si tu ne l'ouvres pas, c'est bon un bout. Là. C'est ça. Fait que, j'ai compté qu'avec, on va faire un chiffre magique, là, on va le mettre à 1000 watts, mais c'est 1 kilowatt. Fait que, avec une batterie 85 qui serait à 100%, je peux faire en théorie 85 heures. Avec la boîte qui est parquée à côté, qui est à 65, je crois, kilowattheures. Fait que là, je suis rendu à 165-ish heures. Fait que là, je suis rendu avec beaucoup. Puis toujours avec la possibilité d'aller recharger une voiture pendant que l'autre est en utilisation. Fait que ça reste. Puis il y a toujours la possibilité à ce moment-là de prendre n'importe quoi d'autre, là, un véhicule à essence ou n'importe quoi à ce moment-là pour utiliser la batterie 12 volts. Là, Ah oui, tout à fait. Écoute, le temps file, mais comme petite dernière question, un peu plus indiscrète, celle-là, on parle de fil numéro 4, on parle de connecteurs spéciaux Quick Connect, on parle de LED, on parle de... Bon, t'as passé des fils, ça t'a coûté combien, ce setup-là? C'est indiscret de te poser la question. L'as-tu évalué, premièrement, puis... Ben, en fait, c'est ça. C'est le nerf de la guerre, ça va être l'inverseur de courant. Fait que, c'est de surveiller les spéciaux pendant que vous avez du courant et que vous avez le temps de monter ça. Fait que, moi, dans mon cas, je regardais ça faisait un bout. Puis à un moment donné, là, il y a eu le Black Friday ou quelque chose comme ça. J'ai eu mon inverseur pour vraiment moins cher que ce que ça valait. Fait que si on compte une centaine de dollars pour un bon fil, parce que là, le filage, il rentre sur le côté de la maison, mais après ça, il va jusqu'à l'inverseur en dedans. Fait que c'est un bon... Puis, c'est un fil double. Il y a un positif puis un négatif. Fait que, je veux dire, il faut compter x2 là, le fil qu'on achète. Fait que, en bout de ligne, là, je suis environ à 450 $. Fait qu'on n'est pas dans les gros chiffres. Là, on n'est pas dans les gros montants. Si je regarde, parce que là, bon, évidemment, tout a monté un peu. Là, si je regarde le prix des inverseurs qui a monté beaucoup là, depuis quelques temps, ben, c'est peut-être un 500-600 aujourd'hui que le même setup coûterait. Mais tu sais, si on considère que le V2H là, que je regarde, c'est à 10 000, il y a 7 000 Canadiens. C'est une génératrice aussi, c'est cher. C'est sûr qu'on s'entend qu'il y a d'autres avantages. Là. Je veux dire, il y a des batteries, on peut faire mais tu sais, au Québec, on n'est pas chanceux. Là. Souvent, on ne peut pas vendre notre électricité ou en tout cas, on peut juste avoir des crédits. Là. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu sais, j'avais déjà regardé pour du panneau solaire ici pour le fun, mais c'est ça, c'est qu'il faut que tu consommes ton propre courant, tu ne peux pas en retourner. Là, tu sais. Ah, mais ça commence, là. On peut en faire, là. On peut en faire. Mais écoute, c'est très intéressant. Beau projet. Les auditeurs qui t'ont écouté puis qui sont intéressés à avoir plus d'informations, juste vous dire que dans les références du podcast, je vais mettre un lien Internet qui va pointer vers un article dans lequel il y a en détail de décrit toute l'installation que notre ami Stéphane a fait. Donc, il donne avec plus de détails c'est quoi les fils, les connecteurs, les puissances, les courants qu'il a utilisés. Il y a des photos pour illustrer comment il le fait. Donc, ça pourrait vous inspirer. Je vous rappelle encore une fois qu'en aucun temps, on vous dit faites-le, puis faites-le comme ça, puis ça va marcher comme ça chez vous. Vous voyez que Stéphane a quand même fait ses calculs puis ses affaires, puis il ne s'est pas branché sur l'électricité de la maison. En aucun temps, il a joué avec l'électricité de sa maison. Là. C'est quelque chose de parallèle à côté. Donc, c'est la voiture à des extensions électriques, là, dont son inverseur, puis les extensions électriques qui alimentent ses appareils. Mais faites vos calculs, ce n'est qu'à titre indicatif pour vous inspirer, pour vous montrer un peu qu'on peut faire des affaires quand même assez créatives là, avec des appareils qui se trouvent dans les commerces spécialisés sans pour autant acheter des équipements qui coûtent des milliers de dollars et qui demandent là, un été à installer. Ça t'a pris combien de temps à partir du moment où tu as eu les pièces, quelqu'un qui aurait tout acheté, là, ce que tu as acheté, puis qui dit, moi, je fais comme lui, là, ça prend combien de temps à faire ça, à peu près? Ah, j'ai fait ça dans la journée. Là. J'ai fait ça. Un coup que j'ai reçu toutes les pièces ici, tout, j'ai fait ça dans la journée. Là, il y a une parenthèse parce que j'étais pas capable. Moi, je pensais pouvoir crimper ça avec des vice grip, là, mais ça marche pas. Là, mais, il a fallu que tu attendes ton outil. Là. Un coup que tout est là, on va dire ça s'est fait très bien dans la journée, là, parce que tu sais, c'est pas beaucoup de. Ça se fait très bien. Là. Excellent. Donc, l'article dans les références du podcast. Stéphane Vallière, merci beaucoup pour ta présence au podcast aujourd'hui. Ça me fait plaisir.
C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde, cette semaine le sujet de ma chronique, donc les ventes de véhicules électriques un peu partout dans le monde. Sont-ils en baisse? Sont-ils en hausse? On sait qu'en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, c'est en baisse, mais qu'en est-il du reste du monde? Donc, selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on dit qu'en 2024, plus de 17 millions de voitures électriques ont été vendues. Donc, ça représente une hausse de 25% par rapport à 2023. Pour mieux comprendre l'accélération qu'a connue le marché de l'électrique, imaginez que les 3,5 millions de véhicules électriques supplémentaires vendus en 2024 équivalent à l'ensemble des ventes mondiales de 2020. Donc, le marché des véhicules électriques connaît une évolution contrastée à l'échelle mondiale avec un ralentissement en Amérique du Nord qui contraste fortement avec la croissance soutenue observée dans d'autres régions, particulièrement en Chine. Donc, on va y regarder les chiffres. Au Canada, on a eu 12 347 véhicules électriques qui ont été vendus en 2025, en mars 2025, contre 22 390 en mars 2024. Donc, c'est une baisse de 44,9%, avec une part de marché de 6,5% en mars 2025. Donc, au Canada, la situation s'est inversée au début de l'année 2025, avec une année 2024 record qui a été marquée par un engouement sans précédent, notamment au Québec où près de 43% des véhicules vendus au dernier trimestre étaient électriques. Le marché a brutalement chuté. Donc, cette tendance s'est amorcée dès janvier avec une baisse de 30% attribuée à la suspension soudaine des incitatifs fédéraux et provinciaux. Donc, ça ressemble pas mal à mes chiffres aussi. C'est sûr qu'après que je devrais déménager mon entreprise en Chine, j'aurais probablement des chiffres de vente beaucoup meilleurs que ce que j'ai depuis le début de l'année. Ensuite, aux États-Unis, au premier trimestre de 2025, la part de marché des véhicules électriques a atteint 7,5%, donc en hausse par rapport aux 7% du premier trimestre de 2024, mais ça représente quand même une baisse par rapport aux 8,7% du dernier trimestre de 2024. Donc, la fin de l'année 2024, on avait une augmentation de 8,7%, alors que maintenant, on est à 7,5%. Donc, encore là, aux États-Unis, c'est en baisse. Et on indique que le développement insuffisant des infrastructures de recharge reste un obstacle majeur à l'adoption massive des véhicules électriques aux États-Unis. Contrairement à la Chine, qui a massivement investi dans ce domaine, le réseau américain demeure limité, particulièrement dans les zones rurales et les petites villes. Donc, ceux qui ont pu aller visiter le pays de l'oncle Donald ont pu s'en rendre compte. On n'a qu'à penser ici au Canada, dès qu'on sort de la province de Québec, disons que l'infrastructure de recharge à des endroits là, fait un petit peu pitié. Donc, si on regarde dans le monde, en Chine, il y a eu 10,899 millions de VE, donc de véhicules électriques, qui ont été vendus en 2024, ce qui représente, tenez-vous bien, 47,6% du marché total. Et on prévoit qu'en 2025, la croissance devrait dépasser 11 millions de véhicules électriques vendus. Au Vietnam et en Thaïlande,
on a eu une augmentation de 50% des ventes en 2024. Donc, on est rendu maintenant aux ventes totales à 9% du marché. En Europe, il y a eu 3 millions de ventes en 2024. On prévoit 3,5 millions en 2025, ce qui représente une part de marché autour de 26,6% à la fin de 2024 et on croit à 25% en 2025. Juste pour vous dire, ça veut dire qu'on a atteint le point de bascule qui normalement est environ aux alentours de 20 à 25% du marché. Au Brésil, les ventes ont doublé, atteignent maintenant 6% du marché. Et dans le monde entier, donc il y a eu 17 millions, on l'a dit en début de reportage, donc 17 millions de véhicules électriques qui ont été vendus. Donc imaginez qu'il y en a 11 millions sur les 17 millions qui ont été vendus en Chine. Pardon. Les prévisions sont de plus de 20 millions en 2025 et on pense que d'ici 2030, on va avoir beaucoup plus que ça. Donc ça devrait être très intéressant. Donc, selon les dernières projections de l'Agence internationale de l'énergie, plus de 25% des véhicules vendus dans le monde en 2025 seront électriques, avec une progression attendue jusqu'à 40%. Donc, c'est ce que je vous disais d'ici 2030. Pour 2025, les projections tablent sur plus de 20 millions de ventes, soit tout de même un quart des voitures vendues dans le monde. Donc, ça va devenir très intéressant. La Chine devrait encore mener la danse avec une part de marché approchant les 60%, dopée par des incitations prolongées, des prix en baisse. On va en parler des prix. Donc, le prix des voitures électriques reste un facteur déterminant. En 2024, les coûts ont baissé, mais des écarts subsistent. En Chine, les 2/3 des modèles électriques sont moins chers que leur équivalent thermique. Je répète, en Chine, les 2/3 des modèles électriques sont moins chers que leur équivalent thermique. En Thaïlande, la parité des prix a été atteinte et les modèles chinois sont encore plus abordables. Donc, je vous rappelle qu'ici, nous, on n'a toujours pas droit à ça. Au Brésil, l'écart de prix avec les thermiques est passé de plus de 100% en 2023 à 25% en 2024. Donc, ça veut dire que c'était 2 fois le prix en 2023 pour un véhicule électrique. Vous payez 2 fois plus cher. Alors que maintenant, vous avez 25% de plus. En revanche, en Allemagne, tout comme en France, les électriques restent 20% plus chers. Et on sait ici, en Amérique du Nord, c'est environ 30%. Donc, malheureusement, tant qu'on n'aura pas accès à des véhicules qui sont plus abordables et peut-être une meilleure infrastructure répandue un peu partout en Amérique du Nord, l'accès aux véhicules électriques et les ventes n'iront pas en s'améliorant. Sur ce, bonne semaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Il n'y a plus beaucoup d'événements au calendrier. La seule à venir dans les prochaines semaines, c'est une conférence que j'aurai l'honneur de donner le 10 juin prochain à 19h à Mercier. Donc, c'était la bibliothèque municipale de Mercier au 16 rue du Parc. Ceci complète l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos collaborateurs et invités, c'est-à-dire Laurent Gigon, Claude Gauthier et Stéphane Vallière. À la recherche, Martin Archambault, chroniqueur, Stéphane Daou, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, Hydro Solutions, Précision PPF Vitres Teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.